Lacan, nous et le réel, 40e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? On sent ma hâte d'émerger de tant de précautions prises à reporter les psychanalystes à leurs certitudes les moins discutables. Il me faut pourtant y repasser encore, fût-ce au prix de quelques lourdeurs. Dire que le sujet sur quoi nous opérons en psychanalyse ne peut être que le sujet de la science peut passer pour paradoxe. C'est pourtant là que doit être prise une démarcation, faute de quoi tout se mêle et commence une malhonnêteté qu'on appelle ailleurs objective. Mais c'est manque d'audace et manque d'avoir repéré l'objet qui foire. De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, qu'on appelle cela où l'on veut du terrorisme. J'ai le droit de sourire, car ce n'est pas dans un milieu où la doctrine est ouvertement matière à tractation que je craindrais d'offusquer personne en formulant que l'erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable. La position du psychanalyste ne laisse pas d'échappatoire, puisqu'elle exclut la tendresse de la belle âme. Si c'est un paradoxe, encore que de le dire, c'est peut-être aussi bien le même. Jacques Lacan écrit « Science de la vérité ». Alors, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est une lecture qui m'a mis sur la voie, c'est le dernier Goncourt. Il y a un certain temps que je dis que si le virus est réel, la contagion est idéologique. Nous allons essayer de l'aborder sous un autre aspect, qui est celui qui a été déployé dans le roman qui s'appelle L'Anomalie et qui a été élu Goncourt de l'année 2020. Alors c'est intéressant ce roman parce qu'il rentre en résonance avec un autre roman dans sa construction qui est un roman de Haruki Murakami qui s'appelle Kafka sur le rivage. Et c'est une sorte d'imbrication, un peu à la manière du film Shortcuts d'Altman, où des séries d'histoires sont lancées et, au bout du compte, il y a une forme d'intégration et d'emboîtement des histoires les unes dans les autres, de telle manière que l'intrigue trouve sa résolution par un assemblage et une généalogie du sens du multiple au singulier. Et ça nous amène donc sur la voie de ce qu'il en est de l'effondrement de la logique aujourd'hui, qui a été dénoncé plusieurs fois, puisque vous l'avez vu avec toutes les mesures que nous sommes obligés de subir de la part des gouvernements, il y a quelque chose de profondément illogique dans ce qui se passe. Illogique, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire pour ceux qui les prennent, ces mesures, en fait, ça n'a pas l'air du tout illogique. Au contraire, on a l'impression qu'il y a un plan qui est suivi. Et ça, justement, c'est ce qui est abordé dans le roman L'Anomalie, notamment par
à partir du moment où entre en scène le MUM. Alors le MUM, je vous rappelle, c'est un acronyme pour énoncer ce qu'il en est des nouveaux héros de notre temps. C'est à prendre avec beaucoup d'ironie, bien sûr. C'est les mathématiciens universitaires modélisateurs. Donc en fait, on se rend compte là que pratiquement toutes les décisions sont prises sur la foi de modélisation. Ces modélisations elles-mêmes sont prévues comme un mode de programmation du futur. Donc si je situe le changement de paradigme de notre civilisation en 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, et il a fallu 70 ans d'inertie pour en arriver aujourd'hui à ce degré d'effondrement de la logique, il y a un autre événement qui a précipité justement ces 20 dernières années, 19 exactement, enfin bien que ce soit la fin de l'année 2001, c'est évidemment le 11 septembre. Donc le 11 septembre a vu d'un seul coup l'efflorescence de cette tentation, on peut dire ça, de la volonté de prévoir. Donc, dans ce roman, L'Anomalie, il est décrit avec beaucoup d'humour le début de carrière de ce mathématicien, Adrien, qui, comme tous les mathématiciens de mathématiques appliquées, qui sont vraiment aujourd'hui majoritaires par rapport à la recherche en mathématiques pures, a pour fonction d'établir très précisément un certain nombre d'hypothèses de façon à prévoir de manière informatique, c'est ça la programmation informatique, elle fonctionne sur un mode logique qui s'appelle hypothético-déductif. Si X, alors A, si X plus Y égale A plus B, si X moins Y égale A moins B, etc. Et donc on arrive avec un jeu d'arborescence à un aplatissement total de la logique qui exclut ce qu'il en est bien sûr du réel, puisque le réel c'est justement ce qui ne rentre pas dans ce mode de programmation-là. Ce qui est décrit dans ce livre-là, justement, c'est la tension absolue qu'il y a. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de tentation, parce que c'est quelque chose de diabolique, puisqu'on se retrouve effectivement dans le dia. Il n'y a que du 2 là-dedans, il n'y a plus de 3. Et l'organisation entière de nos sociétés va répondre d'une logique qui est déjà inscrite dans les outils de cette société. Donc on peut dire que l'outil surdétermine là les possibilités même de la logique et de l'évolution et même de la science. C'est-à-dire que on va essayer d'anticiper et de prévoir tout ce qui peut se passer. Alors comme le mathématicien est quelqu'un qui a quand même une certaine intelligence et un certain humour, donc il y a une métaphore qui est belle dans le livre, c'est l'histoire de la pièce qui tombe sur pile ou face. Donc c'est comme si on devait prévoir à l'infini si la pièce va tomber sur pile ou face. Mais il s'agit de prévoir encore plus loin ce qui se passe là, c'est que la pièce tombe sur la tranche. On peut dire, c'est un cas absolument improbable. Vous pouvez essayer de lancer une pièce pendant des dizaines d'années, vous verrez que pour qu'elle tombe sur la tranche, quand même, c'est pas tout de suite. Si ça se produit un jour, mais bien ça, c'est quand même produit. Voilà, ça se produit quand même. Mais comme en plus, on est dans cette fois la logique du langage, peut-être que l'auteur ne mesure pas toute la conséquence de ce qu'il raconte. Mais comme il est dans la logique du langage par rapport à la logique mathématique, il va prévoir même qu'on lance la pièce et qu'elle ne retombe pas. Eh bien, c'est un cas de figure qui est prévu. Donc, on va retrouver dans le roman des tas de situations qui auront été prévues.
Alors vous savez que c'est comme ça qu'on fabrique des algorithmes. Hein, c'est-à-dire que c'est un mode prédictif de logique qui anticipe des choses qui vont se passer et qui prévoit donc ensuite un protocole pour y répondre. C'est là où on est vraiment dans la situation présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus que dans des protocoles. Donc là, tout ce qui nous semble le plus absurde et aberrant, en fait, c'est tout simplement que nous répondons d'une logique de type informatique, c'est-à-dire programmatique. Donc il n'y a plus de réel. L'évacuation du réel, c'est-à-dire le déni, mais aussi une véritable dénégation du réel, puisque le réel est justement, c'est là où peut-être seule la psychanalyse, je vous rappelle que dans l'épistémologie, donc celui qui est considéré peut-être comme le père de l'épistémologie, Karl Popper, trouve qu'il y a 3 registres qui sont irréfutables, le marxisme, la psychanalyse et la théorie de l'évolution de Darwin. À la fin, il revient un petit peu sur la théorie de l'évolution et il pense que c'est réfutable. Il reste le marxisme et la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle, justement, dans le déploiement de la logique, justement, puisque on peut dire que la logique, c'est la science du réel. Or, quelle est cette logique de type informatique qui, justement, a pour fonction d'évacuer le réel? Ça va nous faire avancer dans un domaine qui est celui du questionnement du réel. Et c'est vrai que là, nous assistons à une sorte de conjonction, en tout cas éphémère et néanmoins fertile, du marxisme et de la psychanalyse. Marxisme, peut-être le mot est un peu fort, non. De la théorie marxienne, hein, c'est-à-dire la lecture précise et approfondie des textes de Marx, la lecture précise et approfondie des textes de Marx. Parce que les marxistes eux-mêmes, on peut appeler marxisme, je crois, la somme des mauvaises lectures de Marx. Chacun y met son tropisme et il va de cette petite revendication, mais Marx, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est la notion de symptôme. Le symptôme, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qui n'apparaît pas chez Hippocrate, mais chez Marx. C'est Lacan qui repère ça. Et donc, quand il est dit quelque part qu'il y a, par exemple, un mouvement social, une grève, etc., c'est un symptôme. Le symptôme n'est pas définissable autrement que par la façon dont chacun jouit de l'inconscient en tant que l'inconscient le détermine. Chercher l'origine de la notion de symptôme qui n'est pas du tout à chercher dans Hippocrate, qui est à chercher dans Marx, qui est le premier dans la liaison qu'il fait entre le capitalisme et quoi? Et quoi? Le bon vieux temps. Ce qu'on appelle, quand on veut tâcher de l'appeler autrement, le temps féodal. C'est là-dessus toute la littérature. Le capitalisme est considéré comme ayant certains effets. Et pourquoi, en effet, n'en aurait-il pas? Ces effets sont somme toute bénéfiques, puisqu'il a l'avantage de réduire à rien l'homme prolétaire. Grâce à quoi l'homme prolétaire réalise l'essence de l'homme.
d'être dépouillé de tout est chargé d'être le messie du futur. Telle est la façon dont Marx analyse la notion de symptôme. Il donne bien sûr des foules d'autres symptômes, mais la relation de ceci avec une foi en l'homme est tout à fait incontestable. Si nous faisons de l'homme non plus quoi que ce soit qui véhicule un futur idéal, mais si nous le déterminons de la particularité dans chaque cas, son inconscient, et de la façon dont il en jouit, le symptôme reste à la même place où l'a mis Marx. Mais il prend un autre sens. Il n'est pas un symptôme social, il est un symptôme particulier. Sans doute, ces symptômes particuliers ont-ils des types. Et le symptôme l'obsessionnel, n'est pas le symptôme de l'hystérique. C'est très précisément ce que j'essaierai de faire porter pour vous dans la suite. Pour l'obsessionnel, pourtant, je note tout de suite, il y a un symptôme très particulier. Personne, bien sûr, n'a la moindre appréhension de la mort. Sans ça, vous ne seriez pas là si tranquille. Pour l'obsessionnel, la mort est un acte manqué. La notion de symptôme, c'est une notion cruciale en psychanalyse. C'est la notion cruciale de la psychanalyse. Parce que très souvent, justement, le symptôme lui-même est mal interprété. Alors, il y a un séminaire là-dessus entier qui s'appelle le symptôme, S-I-N-T-H-O-M. C'est la manière dont Lacan lit Joyce dans la façon qu'il a, par son art, de s'extraire de la psychose. Donc cette notion de symptôme, telle qu'il la prend aussi chez Marx, parce que c'est Lacan qui repère que le terme de symptôme vient de Marx lui-même comme quelque chose qui ne va pas. C'est là où il s'agit d'être très précis et très prudent. Il ne faut pas confondre, comme le font les gauchistes, notamment les marxistes, le symptôme avec le réel. C'est-à-dire que le réel suppose toujours l'imaginaire et le symbolique dont il fait remarquer l'arrêt. Ce que j'appelle l'existence spécialement du réel, en ce sens car si c'est hors l'imaginaire et du symbolique, il cogne, il joue tout spécialement dans quelque chose qui est de l'ordre de la limitation. Les deux autres, à partir du moment où il est bornéennement noué,
les deux autres lui résistent. C'est dire que le réel n'a d'existence, et c'est bien étonnant que je le formule ainsi, n'a d'existence qu'à rencontrer du symbolique et de l'imaginaire l'arrêt. C'est-à-dire que parce qu'il y a un arrêt de l'activité symbolique ou imaginaire, surgit le réel. Mais il est indissociable de l'imaginaire et du symbolique. Or, le travail justement de programmation et d'évitement du réel, qui conduit à l'évacuation du réel et donc à l'évacuation du sujet lui-même, puisque le sujet de l'énonciation, en psychanalyse, c'est le réel. Le grain de sable de l'énonciation, c'est justement que le sujet est supposé. Il n'est pas lui-même, il n'appartient pas lui-même à la chaîne symbolique. Il est rejeté de la chaîne symbolique en tant que réel. Évidemment, le réel ne peut s'aborder que par l'intermédiaire du symbolique. Mais il en est le rejet. C'est-à-dire qu'il existe au symbolique. Donc, nous sommes dans une forme d'antipathie radicale, là, entre ce qu'il en est de la pensée, à écrire peut-être L''A, la pensée, parce que c'est une non-pensée. Le calcul n'est pas de la pensée. Le calcul des probabilités et tout ce qui régit le mode même de fonctionnement des logiques qui gouvernent nos États, nos institutions, etc., c'est le contraire de la pensée. C'est du calcul. Et ça, c'est montré depuis longtemps, depuis Descartes, que si c'est du calcul, ça fonctionne tout seul. C'est une forme d'automaton. Il n'y a pas de pensée à proprement parler, là. Donc nous sommes dans une antipathie radicale entre, on va dire, l'idéologie dominante, qui est ce discours courant qu'on emploie tout le temps et qui intègre lui-même, quand vous entendez les jeunes qui disent « je suis en mode, je sais pas quoi, c'est le mode avion, du smartphone », tout est lié en fait à l'utilisation des outils qui ne sont pas que des outils, qui impriment et qui déterminent et dominent les modes de pensée, qui deviennent de la pensée, c'est-à-dire le A privatif, puisque c'est un mode de calcul. Et donc nous vivons dans un mode de calcul permanent, avec une telle peur du réel, c'est-à-dire l'irruption de quelque chose qui vienne crever le rideau de fumée de l'imaginaire tissé de symbolique, que tout est fait aujourd'hui sur un mode d'anticipation du pire, au point où il n'y a plus de vie parce qu'il y a une évacuation du réel. C'est là où il devient salutaire de revenir à l'enseignement freudo-lacanien, puisqu'en fait, seul ce que Lacan a appelé le discours de l'analyste, mais dont il attribue à Freud la paternité, permet de replacer ce qu'il en est de l'ordre du réel, le réel de l'énonciation, chez un sujet. Donc nous avons là la psychanalyse avec, cette fois, non plus une équation avec deux dimensions, c'est-à-dire une bidimensionnalité du monde, ou 1 ou 0, c'est-à-dire où la porte est fermée et le courant passe, où la porte est ouverte et le courant ne passe pas. Donc tout ce qui domine intégralement nos modes même de réflexion et les discours les plus courants dans lesquels nous sommes pris sont intégralement dominés par ce mode de pensée-là, qui, je le rappelle, est une à-pensée puisque c'est un calcul. C'est un calcul de probabilité qui va faire qu'on va chaque fois aplatir le réel pour en faire une réalité virtuelle. Et
Ce n'est pas pour rien que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'idéologie fonctionne sur une croyance, c'est purement religieux, une croyance que ce qui se couvre du nom innovation technologique va apporter à l'humanité, à chaque fois, la solution à ses problèmes. Or, c'est impossible, puisque ça fonctionne justement sur le réel en tant qu'il est l'impossible à symboliser et l'impossible à imaginer. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a 3 registres qui sont absolument dissociés. C'est-à-dire l'imaginaire, en gros, la fonction qui nous fait nous représenter les choses. Le symbolique, la manière dont nous portons au langage ce qu'il en est de la chose elle-même. Et le réel, ce qu'on ne peut ni symboliser, ni imaginer de la chose. Ces 3 registres-là, imaginaire, symbolique et réel, évidemment, si on les prend dans la dynamique lacanienne des 3 ronds de ficelle, comme dit Lacan, ce qui est le réel, c'est le nœud qui va les lier. Donc, ce n'est pas qu'il y a l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est qu'il y a un nœud qui va lier 2 autres dimensions. C'est pour ça que le réel n'est pas un 3e équivalent des 2 autres. Le réel, c'est le fait que ce soit lié. C'est-à-dire qu'il soit indissociable, ces 3 registres, imaginaire, symbolique et réel. Il est remarquable que ce soit seulement à ce que non pas entre soit marquée l'identité d'aucun, car l'identité, ça serait les marquer par la lettre initiale. Dire R, I et S, c'est déjà les intituler chacun comme tel, du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Mais il est notable qu'il apparaisse que ce qui se distingue entre d'efficace dans l'orientation ne soit pérable que de ce que soit par la couleur marquée leur différence, non pas de l'un à l'autre, mais leur différence, si je puis dire, absolue, en ce qu'elle est la différence commune aux 3. C'est pour qu'il y ait quelque chose qui est un, mais qui, comme tel, marque la différence entre les 3, et non pas la différence à 2, qu'il apparaît en conséquence la distinction de 2 structures de 2 borroméens. Lequel est le vrai? Est le vrai au regard de ce qu'il en est, de la façon dont nous, l'imaginaire, le symbolique et le réel, dans ce qui supporte le sujet. Voilà la question qui mérite d'être interrogée, qu'on se reporte à mes précédentes allusions à cette dualité du nœud borroméen pour l'apprécier
car je n'ai pu aujourd'hui que l'évoquer un instant. Ce sont trois registres qu'on ne peut pas dénouer, puisque le réel, c'est qu'ils sont noués ensemble. Alors bien sûr, il y a des moments où, dans la cure, ils sont dénoués, ces registres-là. C'est justement à ce moment-là où, grâce à la découverte freudienne et à la fonction paternelle, c'est-à-dire le nom du père, qui est aussi un autre nom de l'amour, que Freud peut nouer artificiellement les registres qui ne sont pas dénoués, qui ont été dénoués pathologiquement. Quand les registres de l'imaginaire du symbolique sont dénoués, c'est là où on a un problème pathologique. Donc, pour plus de sécurité, il convient de nouer ces registres par cette fonction-là, qui est la fonction du nom du père. Je vous rappelle que le nom du père, c'est bien sûr les 1000 milliards de noms de Dieu, c'est-à-dire l'inadéquation des mots à la chose, mais c'est aussi le père nommant, c'est-à-dire la capacité de nommer qui nous détermine en tant que par l'être. Nous sommes des êtres humains par la possibilité que nous avons de donner des noms, c'est-à-dire de nommer. Et pour ça, il faut que nous ayons nous-mêmes été nommés. Donc là, je vous renvoie à la différence entre nommer et nommer à, justement, qui constitue le symptôme de ce passage de la possibilité humaine à la possibilité qui n'est plus humaine. C'est pour ça qu'on l'appelle transhumaine, le transhumanisme, où les gens sont nommés à. Ils sont nommés à faire ci, nommés à faire ça, etc. Ils ne sont plus nommés en tant que nom, ils n'ont plus la possibilité de trouver leur acheminement vers la parole, puisque le chemin même de la parole a été éradiqué. C'est le réel lui-même qui est éradiqué. Donc ce qu'il s'agit de comprendre dans ce rapport de l'imaginaire du réel de symbolique et du symbolique, de l'imaginaire du réel et du symbolique, c'est la façon dont le 1 et le 3 sont indissociables. Alors ça a été prouvé par Cantor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire le 2 du 1, et Lacan, par rapport à son interprétation notamment, il ne peut pas déduire le 2 du 1 parce que, en fait, le 1 n'est rien d'autre que l'ensemble vide, c'est-à-dire un zéro qui est barré. Et par son travail sur les mathématiques et le passage, justement, qui s'opère entre ou pire et encore, on a le passage entre la logique formelle mathématique, qui aujourd'hui encore donne le concept du mathématicien modélisateur, donc de la modélisation, parce que vous allez entendre, oui, on a supprimé, je sais, X milliers de lits d'hôpital. On va accuser, on va dire, là il y en a eu tant sous Sarkozy, tant sous Hollande, tant sous Macron, etc. Mais sur quelle base a-t-on supprimé des lits d'hôpital? Eh bien, sur la base de ces modélisations mathématiques. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, en fait, ne font qu'appliquer eux-mêmes des protocoles, puisqu'ils échappent, ils croient échapper ainsi au réel, c'est-à-dire au réel de leur responsabilité. Or, là on rejoint justement, puisque ce qui se passe en ce moment est absolument indigne d'une société lettrée, puisque la lettre se définit par rapport aux chiffres, on ne vit qu'assommé de chiffres et de raisons calculantes, c'est-à-dire ce qui est à l'opposé de la pensée, puisque la pensée telle que la définit Kant, notamment dans sa lecture de Descartes et donc du sujet transcendantal, c'est que, contrairement à ce que dit Eichmann, on espère bien qu'il y aura d'ailleurs prochainement un nouveau Nuremberg avec tous les irresponsables là qui n'assument pas leur responsabilité de sujet, puisqu'ils s'abritent derrière des protocoles. Donc, la responsabilité du sujet, qu'on le veuille ou non, est toujours absolue.
quoi que vous fassiez, même si vous obéissez et que vous dites « mais moi j'ai obéi, je n'ai fait que suivre ce qu'on m'a dit, etc. » eh bien, ça ne vaut pas. Parce que Eichmann, il fait appel à Kant parce qu'un crétin de philosophe inculte a dû lui souffler ça, mais en fait ce que dit Kant, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il dit absolument l'inverse. Personne ne peut s'émanciper, ne peut se désaliéner, ne peut s'exonérer, voilà, c'était le mot que j'ai cherché, personne ne peut s'exonérer de la responsabilité de son sujet. Nous sommes sujets. Et donc ça, c'est le réel de notre énonciation. Ce que Lacan a appelé le grain de sable de l'énonciation. Et c'est ce qui est évité, c'est ce qui est évacué, c'est tout le travail de l'idéologie, c'est d'abraser et de réduire à néant, justement, cette dimension-là, qui est la responsabilité du sujet et qui est le réel lui-même. C'est pour ça que le terme même de réel, dans son acception stricte lacanienne, c'est-à-dire à minima, ce qui ne peut ni se symboliser ni s'imaginer, c'est-à-dire ce qui n'est ni l'imaginaire ni le symbolique, qui n'appartient pas au langage, mais qui fait qu'il y a du langage, parce que s'il y a trois registres qui arrivent à être différents, le fait qu'ils soient noués fait qu'il y a quelque chose de commun entre eux, et c'est ce nœud-là qui les fait communs. Ce nœud, si on réfléchit un peu à la notion de nœud, note, en anglais, note, négation. C'est-à-dire qu'un nœud, la plupart du temps, est assimilé à quelque chose qui ne va pas, qu'il faut dénouer. C'est-à-dire qu'il y a un nœud quelque part, il y a quelque chose qui marche pas. Mais en fait, le nœud, c'est la condition même pour nous, c'est-à-dire qu'ils sommes des êtres négatifs, en négation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la positivité du monde, puisque notre propre sujet correspond à une double négation. C'est-à-dire la vraie négation, la négation telle qu'elle a été amenée par Hegel, qui est lui-même le penseur par excellence de la négation. Dans un premier temps, j'apparais en tant que sujet comme dans la négation de mon corps. Je n'accède pas directement à mon corps. Je vois l'image de mon corps dans le miroir, mais je ne peux pas savoir ce qui se passe dans mon corps et je n'y accède pas. Donc, je suis obligé de passer par le langage. C'est la première négation. La deuxième négation, c'est-à-dire la négation de la négation, c'est que, me cherchant dans le langage, je n'y suis pas non plus, en tant que sujet de l'énonciation. J'y suis en tant qu'énoncé. Dès que je dis « je », j'ai l'impression de faire partie du langage, et c'est par là que j'accède à un minimum de réel. Mais le jeu grammatical n'est pas le jeu de la logique. Il y a entre le jeu de la grammaire et le jeu de la logique, le jeu de l'énonciation, donc entre le jeu de l'énoncé et le jeu de l'énonciation, il y a toujours un souffle qui les sépare. Je n'accède pas à mon sujet d'énonciation. Ce en quoi mon sujet d'énonciation est réel. Ce en quoi mon humanité repose sur la supposition, c'est-à-dire repose, suppose. Vous voyez le piège logique. Donc, le sujet doit être supposé pour qu'il y ait humanité, et ma parole repose là-dessus. Il y a une supposition. Donc, nous sommes là dans l'amorce de ce qu'il en est de la figure meubienne qui détermine le discours de l'analyste par rapport aux trois autres discours qui sont sphériques. Nous sommes là dans la possibilité évanescente de notre sujet de l'énonciation, ce qui est massivement et dramatiquement éradiqué par le nouveau paradigme en cours, qui est cette folie prédictive, cette peur tellement immense de ce qui peut arriver. Mais en fait, ce qui peut arriver est déjà arrivé. Nous sommes déjà castrés. Donc cette peur, elle est totalement fantasmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien
qui peut justifier cette peur-là, si ce n'est bien sûr des profiteurs de la peur, hein, qui vont en profiter pour vendre des produits, etc. Mais ça mène pas bien loin quand même toute cette histoire, hein, de vendre des vaccins, de vendre des produits, de mettre le monde dans cette situation-là. Et donc, évidemment, il s'agit aujourd'hui d'aller vers une approche de la complexité qui ne soit pas réductible à la dualité informatique du 1 et du 0. Être un sac vide, il n'en reste pas moins qu'un sac vide reste un sac. Soit l'un qui n'est imaginable que de l'existence et de la consistance, qu'a le corps d'être faux. Il faut les tenir, cette existence et cette consistance pour réel, puisque le réel, c'est de les tenir, d'où le mot pégriffe qui veut dire ça. L'imaginaire montre ici son homogénéité au réel, qu'elle ne tient, cette homogénéité qu'au fait du nombre, en tant qu'il est binaire, 1 ou 0, c'est-à-dire qu'il ne supporte le 2, que de ce qu'un ne soit pas 0, qu'il existe au 0, mais n'y consiste en rien. Voilà ce qu'il en est justement de cette lecture-là qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que c'était vraiment... Je ne sais pas si l'auteur est vraiment... Enfin, la question ne se pose même pas, parce que lire, c'est aussi destituer le sujet de son savoir. Il en sait plus qu'il ne croit qu'il sait. C'est exactement le principe de l'inconscient. Quand vous recevez quelqu'un en analyse, il en sait plus que ce qu'il croit qu'il sait, puisque l'inconscient se détermine même de ce savoir insu de lui-même et qui va se révéler à travers la parole. Mais dans ce livre-là, ce passage justement où il essaie d'imaginer, donc c'est une imaginarisation du réel, hein, un retour du réel avec cette histoire d'avion qui à 4 mois d'intervalle va se poser exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes passagers, les mêmes pilotes, après avoir essuyé le même orage au-dessus de la côte américaine, au même endroit aux États-Unis, et qui va être détourné au dernier moment et qui va provoquer une crise. Donc cette imagination du réel qui arrive sous le mode temporel, c'est justement cette intuition que le réel, comme disait Lacan au début, c'est qu'il revient toujours à la même place, parce qu'il n'est rien d'autre que la place elle-même. Ça ne veut pas dire que quand le réel revient à la même place, ça ne veut pas dire que quelque chose vient à une place qui est déjà déterminée. Ça veut dire que la notion de place, c'est ce qui détermine dans le langage sa fonction de structure. Il y a 2 registres dans le langage. Il y a celui de la représentation, dire micro, donc le mot micro ou l'image du micro, pour évoquer quelque chose. Et puis il y a la structure. La structure, c'est ce qui a été mathématisé par Lacan, donc là où il a mis en place ces mathèmes, c'est ce qui assigne une place dans l'échange par rapport à l'autre. Et c'est là où il s'agit de déterminer justement ce qu'il en est de l'autre avec un grand A, du sujet, et puis les 4 éléments les 4 mathèmes qu'on retrouve dans les discours, c'est-à-dire ce qui, du point de vue du discours du maître, parce que si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a un discours dont il est impossible de sortir, c'est le discours du maître. Et aujourd'hui, vous le savez, le discours universitaire et le discours capitaliste sont des dégradations du discours du maître qui deviennent le discours du maître perverti. Et il y a toujours les mêmes mathèmes, mais qui ont changé de place. Et ces mathèmes-là sont le sujet en tant que divisé. Vous l'avez compris maintenant, c'est divisé entre réel et symbolique. Puisqu'on y accède par le symbolique, par le sujet grammatical, mais lui-même en tant qu'énonciation, c'est autre chose, c'est du réel. Donc le sujet a toujours 2 faces, une face symbolique et une face réelle.
Pour ça, donc, la vérité donne naissance à le semblant, c'est-à-dire le fait de remplacer la chose par un mot jusqu'à y croire que le mot, c'est devenu la chose elle-même. Hein. Et puis la jouissance de la parole. Donc S1 là-haut, S2 là. Donc l'inclusion dans le langage qui procède d'une extrusion et le raccordage d'un signifiant à tous les autres signifiants, c'est-à-dire au savoir, qui va donner donc quelque chose qui est rejeté de la chaîne signifiante parce qu'on ne peut pas l'y intégrer, le réel, donc de l'objet petit a. Ça, on est dans le mathème du discours du maître. Ce discours du maître, il est quelque chose, dès que nous vivons à plusieurs, c'est impossible d'y échapper. Donc nous sommes pris dans ce discours du maître. Et nous devons faire avec ce discours du maître. Mais il y a plusieurs manières de faire, bien sûr. Il y a la manière de penser y échapper en faisant soit discours de l'universitaire, c'est en se plaçant soi-même en S2 au-dessus de la barre et en s'adressant à des astudés et en occultant le signifiant maître, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de discours du maître, hein, comme s'il était refoulé définitivement. Et puis il y a le discours de l'hystérique qui est sans arrêt de renvoyer quelque chose au maître de l'ordre d'une revendication. Mais ces trois discours-là, comme on l'a déjà vu, sont des discours sphériques. La seule véritable manière de s'extraire de ce piège discursif, c'est le discours de l'analyse. Parce que le discours de l'analyste, lui, a une structure möbienne. Ce qui veut dire que nous ramenons toujours le réel à sa contingence, de telle manière que le dit de l'analysant répond d'un dire qui lui-même va produire un dire. On n'a pas besoin de constituer un univers imaginaire pour régler le problème qu'on a avec la représentation et la structure. C'est pour ça qu'il s'agit aujourd'hui de revenir sur cette notion de réel qui est évacuée de la logique, alors que la logique elle-même est la science qui permet d'aborder le réel. Nous sommes aujourd'hui pris précisément entre deux séminaires de Lacan, entre ou pire et encore. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers le pire, ce qui semble s'annoncer, ou alors est-ce qu'on a une possibilité de vivre encore? Parce que quelque chose se passe du point de vue de la structure du langage. Il n'y a que là que ça puisse se passer, bien sûr. C'est nulle part ailleurs. C'est du point de vue du rapport du sujet au langage. Ça, c'est la thèse analytique. Alors, bien sûr, hein, comme elle repose sur l'indécidabilité dans le discours, elle en vaut une autre. C'est à chacun à se définir et à se déterminer en fonction de cette thèse. Elle ne prétend pas à la vérité absolue, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue en psychanalyse. La vérité ne peut être que mi-dite, parce qu'elle touche au réel, justement. Elle n'exclut pas le réel. Tout ce qui est, en ce moment, produit comme des éléments de vérité, qui sont du vrai en mathématiques, ne sont pas la vérité. La vérité n'a pas de contraire. La vérité, c'est ce qui touche au réel sans s'y confondre. Ceux qui sont dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Primo Levi. Prenons un exemple récent de la fraude sur les mots. En quoi consiste l'aplatissement algorithmique du réel à la bidimensionnalité de la réalité virtuelle? Comment le monde est ravalé et confondu avec sa représentation par l'évacuation du tiers, donc à savoir le nœud qui seul permet l'accès au réel. Nous assistons en ce moment à la focalisation médiatico-politique sur les effets secondaires d'un vaccin. La question posée par la vaccination est ainsi réduite au clivage binaire habituel de l'opinion, pour ou contre.
pro-vax versus anti-vax, de manière à ne pas questionner le caractère fondamentalement non sanitaire de la solution vaccinale elle-même. Qu'est-ce qui, en l'occurrence, pourrait justifier qu'une politique de santé publique digne de ce nom, responsable et éthique, fasse la promotion d'un vaccin expérimental sur sa population pour une maladie dont le taux de létalité serait au pire de 0,05% et qui laisse donc 99,95% de sa population sauve. Réponse : rien. Rien vient précisément de l'étymon latin res, qui se traduit par chose, et qui a donné réel. Res publica, la chose publique, la République. Aujourd'hui en France, c'est l'arrêt public, en deux mots. L'arrêt public en masque vers sa propre annihilation. Rappelons que c'est suite à une note confidentielle du mathématicien universitaire modélisateur Neil Ferguson, prévoyant un demi-million de morts en France, parvenu le 12 mars dernier à Emmanuel Macron, qu'un confinement généralisé fut décidé le soir même. On sait depuis lors que c'est ce même Neil Ferguson, devenu conseiller de la Banque mondiale et de nombreux gouvernements, qui en 2001 avait convaincu le Premier ministre britannique Tony Blair de faire abattre 6 millions de bovins pour stopper l'épidémie de fièvre afteuse, une décision qui coûta 10 milliards de livres et qui est aujourd'hui considérée comme aberrante. En 2002, l'expert Neil Ferguson calcula que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 Britanniques et 150 000 de plus lorsqu'elle se transmettrait aux moutons. Il y en eut en réalité 177. En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eut au total 457. C'est ce même genre de raisonnement, entre guillemets, qui fait conclure à l'intelligence artificielle qu'il faut une infirmière pour 15 lits ou qu'un résident en EHPAD doit manger pour 4,57 € par jour. Alors qu'elle est censée se fonder sur les faits, la science n'apparaît plus aujourd'hui que pervertie et dominée par le calcul des probabilités, auquel il faudrait adhérer, par la croyance donc. Le discours scientifique s'est substitué à la religion. Ce qui se couvre aujourd'hui du nom de science n'est rien d'autre qu'une idéologie d'élimination du sujet. À l'algorithme qui permet de simuler l'élimination du réel par calcul programmatique de toutes les hypothèses possibles, répond un protocole à suivre qui, lui, procède de l'élimination pure et simple de toute responsabilité et partant du sujet lui-même. Les citoyens du monde entier sont ainsi appelés à devenir des petits Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, se transformant en « je n'ai fait qu'appliquer le protocole ». Sauf que, contrairement aux lectures approximatives qui en sont faites, le vieux Kant était déjà très clair là-dessus. Si la loi morale appartient à un ordre qui n'admet aucune excuse, sous ces airs de fausse indifférence, l'impératif catégorique kantien « tu peux parce que tu dois » du kannst, denn du sollst contient un certain malaise. Si cela veut dire que tu ne peux pas invoquer la moindre excuse pour ne pas faire ton devoir, par exemple, tu ne peux pas dire « c'est mon devoir, mais je ne vais pas le faire parce que je vais heurter mon ami », tu ne peux pas non plus utiliser ton devoir lui-même comme une excuse pour faire ton devoir. En disant par exemple à ton ami « écoute,
Je dois te laisser tomber parce que c'est mon devoir éthique, je sais que ça va te faire du mal, mais c'est mon devoir et je dois le faire. Parce que dans ce cas, tu t'objectiverais toi-même et ce n'est donc pas ton sujet qui agit. Il n'y a aucune échappatoire à la responsabilité absolue du sujet. Tu as la responsabilité pleine et entière de la formulation de ce qu'est ton devoir. Impossible donc de se réfugier dans la rêverie de l'obsessionnel qui se dit « il ne m'arrivera rien si je suis tous les protocoles à la lettre ». Comme le dit Lacan, entre le raisonnement mathématique et l'inconscient, il y a toute la différence d'un lien qui impose sa loi au réel. Voilà ce qu'est l'inconscient. Et en quoi l'inconscient est réel, ce que toute l'idéologie s'efforce de nier. Le grain de sable de l'énonciation.